Voilà, alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là encore une fois. Alors vous voyez le titre aujourd'hui, on entame la deuxième partie de mon deuxième grand volet, consacré en fait à tout ce qui tourne autour des bibliothèques et de la culture du livre, en fait, avec deux temps dans ce cours. Le premier temps aujourd'hui, une histoire un peu générale depuis la naissance des bibliothèques dans la haute antiquité jusqu'à la création des grandes bibliothèques nationales du XIXe siècle. Ça sera le premier volet, le cours d'aujourd'hui. Je le ferai suivre, j'hésite encore, mais il y aura deux autres parties, l'une consacrée à ce que sont devenues les bibliothèques en suivant, c'est-à-dire au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, avec les transformations actuelles en particulier. Et puis j'ai aussi prévu, comme je vous l'ai annoncé, de consacrer une séance à la question des maisons du peuple et des maisons de la culture. Oui, d'accord. Merci de me le faire remarquer. Là, ça va? Bon, d'accord. Donc j'ai prévu de consacrer une séance à cette grande question des maisons de la culture qui a touché particulièrement notre pays, mais pas seulement notre pays, vous allez le voir. Voilà le programme des 3 prochaines séances qui viennent, et je finirai ma série de leçons cette année par des petits morceaux que j'ai oublié de traiter, que j'ai pas oublié, mais que je n'ai pas eu le temps de traiter dans des cours précédents, et que je rassemblerai dans un tutti frutti final pour vous inciter à faire des visites ou printanières ou cet été de certains lieux intéressants à visiter. Voilà. Alors, et bien évidemment, si on parle des bibliothèques, il est évident qu'il y a eu un moment où il a fallu inventer l'écriture, hein, parce que qui dit bibliothèque dit livre ou support, en tout cas écrit. Ça suppose donc qu'en amont, on a inventé quelque chose de fondamental qui est l'écriture, ou les écritures, les différents types d'écriture. Alors, elles ont été, vous le savez sans doute, elles sont apparues dans différents foyers de civilisation répartis sur la Terre, avec, pour nous, les foyers les plus importants sur le plan historique, c'est la Mésopotamie, de la haute antiquité, l'Égypte également, et puis de manière générale ensuite tout le bassin méditerranéen, avec différents types d'écriture dont certaines demeurent encore un peu mystérieuses, comme la crétoise en particulier, une écriture minoenne qui reste encore un peu mystérieuse. Autre grand foyer, bien entendu, la Chine, dont je ne parlerai pas, parce que je n'ai pas la connaissance non plus, et puis c'est un peu trop lointain par rapport à notre sphère culturelle, et son évolution historique est totalement autonome par rapport à nous. Et puis, bien entendu, en Amérique centrale, il y a le grand foyer des cultures méso-américaines, comme on les appelle désormais, du Yucatan en particulier, avec les différentes civilisations qui s'y sont succédées. Voilà, en gros, les principaux foyers qu'on connaît avec clarté, où on peut situer avec précision la naissance de l'écriture. Et autre remarque à faire, quel a été l'objet de ces écrits à l'origine? On peut déterminer au moins deux grandes sortes. La première catégorie, c'est ce qui est produit par les États, puisque cette naissance de l'écriture accompagne aussi, et ce n'est pas une coïncidence, accompagne aussi la fondation des premiers États constitués, avec leur centralité, avec leur administration parfois, donc tout un appareil institutionnel, on va dire, qui s'accompagne également de la production d'archives. Donc, un des premiers objets de ce qu'on va appeler, de façon simple, les bibliothèques, même si ce n'est pas vraiment des bibliothèques, c'est d'abord d'archiver des documents qui intéressent l'État et l'administration. Deuxième source de documents, c'est la religion, c'est les temples. Dans chacune de ces civilisations émergent un certain nombre de religions qui sont en général fondées sur un texte sacré, sur un récit originel. Tout cela est consigné également dans des écrits qui sont eux-mêmes stockés en quelque sorte autour des temples ou dans les temples. Donc voilà la deuxième grande source d'écrits à l'origine de ces supports documentaires. Alors ensuite,
On peut se poser la question, mais quelle forme avaient ces écrits, quel support? Donc vous savez qu'il y en a deux grands types en gros, en tout cas en ce qui concerne notre sphère culturelle à nous. Il y a eu les tablettes d'argile, qui ont été très répandues dans tout le Moyen-Orient, et en particulier en Mésopotamie, on va le voir tout de suite. Donc la tablette d'argile, qui est incisée avec un calame, qui est un roseau qui est taillé en pointe de manière à pouvoir pratiquer des incisions dans un support qui reste encore tendre, mou, et qu'on fait sécher ou cuire, selon le cas, pour l'archiver, pour le stocker. Le deuxième grand type de support, c'est le papyrus, qui est originaire d'Égypte, où il pousse naturellement, le papyrus pousse naturellement dans le delta du Nil, et sur les rives du Nil. Donc ça servit de matière première à ce support qui va caractériser la civilisation égyptienne pendant des millénaires, on pourrait dire, depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque hellénistique, jusqu'à l'époque d'Alexandrie. Voilà les deux principaux supports. On sait aussi que assez tôt dans leur histoire, les Chinois ont inventé le papier. C'est là qu'il nous vient le papier. Hein. Mais bon, qu'est-ce qu'il y avait avant? Je ne sais pas. Je n'ai pas creusé la question pour la Chine. Donc restons dans là pour l'instant. Voilà ce qui nous intéresse. Donc, dernière remarque, dans toutes ces cultures et ces civilisations de l'époque, pardon, l'écriture ne concerne qu'une infime minorité de la population. La plus grande partie des populations sont analphabètes, et donc l'écriture est un exercice limité à une sorte d'élite. Et vous savez à quel point le scribe, la figure du scribe que l'on trouve dans la célèbre statue du Louvre, en particulier, que tout le monde connaît, le scribe accroupi, attendant les ordres du maître, cette figure du scribe est très importante. Elle va constituer une couche sociale fondée sur leur fonction intellectuelle qui va les propulser au premier rang de la société. Voilà, quelques remarques au préalable avant d'entrer dans le vif du sujet. Et bien entendu, voilà un exemple de ces tablettes d'argile. C'est une des plus anciennes que l'on connaisse. Elle a été recueillie sur le site d'Uruk, cette fameuse cité légendaire, enfin qui avait bel et bien existé, mais je veux dire, qui est devenue un objet mythique un petit peu, la cité d'Uruk, une des premières cités mésopotamiennes qui a été fondée dans le delta pratiquement commun de l'Euphrate et du Tigre, au sud de la Mésopotamie. C'est donc là qu'a été recueillie cette tablette qui se trouve aujourd'hui à Oxford, dans le plus ancien musée d'Oxford qui existe depuis le XVIe siècle. Et cette tablette est particulièrement intéressante parce qu'elle relate une sorte de légende, de récit légendaire fondateur, qui est celui donc du roi Enmerkar, qui est censé avoir inventé et apporté à l'humanité l'écriture. C'est pour ça que je vous le montre. Hein. C'est vraiment, là, on est aux origines de notre sujet du jour. Mais j'ai pris comme exemple, dans la même région, mais on va dire au moins 2000 ans après, l'exemple de Khorsavad, qui est très bien connu parce que c'est un site qui a été fouillé au milieu du XIXe siècle, notamment par des Français, et que nous en avons la trace au musée du Louvre. La cour Khorsavad, je vais vous la montrer. Je vous l'ai montré aussi lorsque j'ai fait un cours sur les grands musées du XIXe. La cour Khorsavad, c'est un des lieux les plus importants du musée du Louvre. Alors, voilà ici une restitution qui nous montre un petit peu à quoi pouvait ressembler, à partir des travaux des archéologues, à quoi pouvait ressembler le palais originel du roi Sargon, qui a régné, vous le voyez, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Là, on est au nord de l'Irak actuel, vous voyez, c'est la région de Mossoul, au nord, Mossoul, Ninive, au lieu des méfaits de Daesh. Vous avez tous vu des images de Daesh en train de briser les statues qui provenaient justement de ces sites-là, de Ninive et de cette région au nord de l'Irak, qui s'en prenaient aux statues pré-islamiques en quelque sorte. Alors voilà donc à quoi pouvait ressembler ce palais, à la fois temple et palais, avec
ici une porte royale, on pourrait dire, la porte principale ici, là, et qui ouvrait sur une grande cour intérieure, où on peut imaginer qu'il y avait les palais du roi Sargon, et ensuite derrière la fameuse ziggourate, caractéristique de toute la Mésopotamie, voire le mythe de la tour de Babel, qui est inspiré, qui repose sur l'existence de la ziggourate de Babylone. Et c'est dans ce complexe-là qu'on a donc trouvé des tablettes d'argile en abondance, dans des endroits où ils étaient stockés spécialement, donc où on peut dire qu'il y a effectivement existé une forme de bibliothèque matériellement réalisée. C'est une des premières traces qu'on a d'une véritable bibliothèque, c'est-à-dire d'un local aménagé pour recevoir des archives, ici sous forme de tablettes. Voilà d'ailleurs un bas-relief qui se trouve au Louvre, qui nous montre Sargon en guerrier vainqueur, en foulant aux pieds sur son char les ennemis vaincus. Et voilà une gravure intéressante faite au XIXe siècle, où l'on voit justement à quoi ressemblait la ville de Khorsabad à l'époque où les fouilles ont commencé près de Mossoul, donc, qui était dirigée à ce moment-là par un pacha. Nous sommes dans le cadre de l'Empire ottoman à l'époque. L'Irak, la Syrie, tous ces pays sont à l'époque des provinces de l'Empire ottoman. Voilà, on voit émerger justement ce qui restait de l'entrée principale, la fameuse porte triomphale, avec ces fameux taureaux à tête humaine ici, que l'on trouve aujourd'hui à la cour de Khorsabad du Louvre. Voilà à quoi elle pouvait ressembler, d'après les travaux des archéologues, avec, vous voyez, de chaque côté les fameux taureaux ou lions à tête humaine. Et voilà une photo prise à l'époque, vous voyez, avec les ouvriers qui ont travaillé à dégager cette fameuse porte où l'on voit précisément les statues qui l'encadrent. Et voilà aujourd'hui la fameuse cour Khorsabad du musée du Louvre, qui est un des joyaux du musée, avec donc les fameuses statues, les bas-reliefs qui encadraient cette porte, notamment celui-ci à gauche, vous le connaissez sans doute, il est reproduit dans tous les livres d'histoire, manuels d'histoire, c'est-à-dire la flottaison du bois de cèdre qui a servi à édifier les villes de Mésopotamie, dont vous savez qu'elles étaient dépourvues de forêt. Et là, le bois, les arbres venaient plutôt du mont Liban, à côté. Et donc on les acheminait souvent par flottaison. Et voilà la photo prise à l'époque des chantiers de fouilles qui ont été amorcés par le consul de France à Mossoul. C'est lui qui, vers 1850, obtient l'autorisation de commencer à fouiller ce site. Et on met à jour, vous le voyez ici, ce qu'on peut considérer comme les premières bibliothèques vraiment dans la région de Mésopotamie. Alors, comment sont-elles faites? Mais ce sont soit des niches pratiquées dans l'épaisseur des murs, comme ça semble être le cas ici, on voit ici des murs, et on voit que ces niches sont aménagées dans la profondeur du mur. Soit on a trouvé des traces de construction faites de terre et de roseaux, mais qui évidemment pour la plupart ont disparu, et nous n'avons plus que ces niches qui étaient bâties plus en dur. Voilà en tout cas un exemple de ce que pouvait être une bibliothèque de la haute antiquité en Mésopotamie, en considérant quand même que ce n'est pas tout à fait une bibliothèque au sens où nous l'entendons nous. On va dire que c'est plutôt un dépôt de documents officiels au service du pouvoir, mais en aucun cas un lieu qui est accessible par le commun des mortels et où on pourrait arriver pour consulter des gens. Non, on est à l'intérieur du palais royal et on est dans un lieu qui est au service du pouvoir royal. Et voilà une de ces tablettes qui a été trouvée sur place. Deuxième région de cette zone géographique, c'est l'Égypte, autre foyer d'un nouveau type d'écriture, et que l'on trouve en particulier dans les lieux consacrés au pharaon, comme ici le fameux Ramesséum de Thèbes, c'est-à-dire l'ensemble de temples, le complexe funéraire comprenant un temple au centre et tout un tas d'annexes autour, qui étaient consacrés du vivant même de Ramsès
qui était destiné à célébrer, non pas à recueillir la momie. La momie était, les momies, vous savez, dans la vallée des rois, hein, qui est proche de là, mais ça c'est au bord du Nil, et c'est donc l'ensemble des temples qui était dévolu au culte funéraire du pharaon pendant des siècles et des siècles, pour l'éternité, on pourrait dire, dans l'esprit des Égyptiens. Voilà, ça s'appelle le Ramesséum. Nous sommes au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et voilà aujourd'hui, à partir des travaux faits par les archéologues, comment on peut se représenter de façon plausible. Hein, ce n'est pas une élucubration d'héroïque fantasy. Là, hein, on est dans des travaux de personnes qui travaillent auprès des archéologues et qui s'efforcent de recréer la réalité de ces lieux à partir de leurs travaux. Donc voilà à quoi ça pouvait ressembler. Voilà de plus près, vous voyez, hein, avec au centre le temple avec les fameux pylônes toujours à l'entrée, et puis les cours, et le cœur du temple ici à l'arrière. Et vous voyez cet immense complexe qui était constitué tout autour. Et c'est là qu'on trouvait donc des écrits, notamment des écrits sur le support privilégié par les Égyptiens, c'est-à-dire le papyrus. Je vais vous parler du papyrus à propos d'Alexandrie. Donc, voilà pour l'Égypte. Je l'évoque hein, pour indiquer que là, on passe à un nouveau type, à la fois de support, le papyrus, et d'écriture, puisque on va également utiliser des calames, toujours des sortes de plumes tirées des roseaux, mais on va inventer des écritures nouvelles. Donc, vous connaissez l'écriture sacrée hiéroglyphique, mais il y a aussi ce qu'on appelle le démotique, qui est l'écriture cursive, qui était le plus communément utilisée, et c'est celle qu'on trouve sur la fameuse pierre de Rosette. Vous connaissez tous la pierre de Rosette, une des trois écritures qui a permis de déchiffrer, hein, c'est justement le démotique. Alors ici, voilà une vue que j'ai déjà utilisée l'année dernière dans mon cours sur, vous savez, les utopies urbaines et la création urbaine à travers les âges. Voilà à quoi pouvait ressembler, là encore de façon assez solide, sérieuse, je veux dire, la ville d'Alexandrie, fondée, comme vous le savez, par Alexandre. Et ça vous intéresse bien entendu parce que vous savez que c'est là que va être inventée, au sens plus moderne du mot, plus actuel du mot, une véritable bibliothèque, au sens où nous l'entendons, un lieu où l'on stocke des écrits et où un certain nombre de personnes sont affectées spécialement à leur confection de ces supports, ces rouleaux de papyrus, et à leur entretien, et à l'extension du fonds, comprenons-nous un fonds de bibliothèque, au fur et à mesure. Alors, cette bibliothèque, vous vous rappelez qu'elle en fait, c'est à l'intérieur d'un ensemble plus vaste qui s'appelle le Muséon, le musée. Le musée, c'est-à-dire l'ensemble des bâtiments, et en même temps l'institution consacrée aux muses, les fameuses 9 muses que je vous ai présentées au début de mon cours sur les musées précisément. Donc au sein du Muséon, il y avait la bibliothèque qui était consacrée à la conservation des documents. Ça se situait à peu près ici. Vous voyez, là vous avez l'île de Pharos qui a donné son nom aux tours où brûle éternellement le feu pour guider les navires vers l'entrée du port. Hein, l'île de Pharos, ici, reliée par une grande jetée à la terre ferme. Et ici se trouve le quartier officiel, le palais du roi et tout ce qui va avec. Vous voyez, c'était là. Et la bibliothèque se situe, est intégrée pratiquement au quartier princier, au quartier royal. Voilà sur un plan exactement où on peut le situer. Vous voyez ce numéro 9 ici au bout de la flèche. Voilà où les archéologues situent aujourd'hui l'emplacement de cette bibliothèque qui a malheureusement disparu au cours des siècles. Voilà. D'ailleurs, elle a failli disparaître une première fois lorsque César est venu s'attaquer à la ville d'Alexandrie. À l'époque, il y avait Cléopâtre qui régnait. Et César, au cours d'un assaut de la ville, en tout cas ses troupes et ses navires, ont mis le feu à certains navires qui étaient stationnés ici, dans le port, vous voyez, et le feu s'était
répandue dans la ville. Bon, heureusement, à ce moment-là, la bibliothèque a été épargnée. Mais ça a été chaud quand même. Hein. Bon, ça a failli, la bibliothèque a failli être très largement endommagée à ce moment-là. À quoi pouvait ressembler la bibliothèque d'Alexandrie d'après les récits qu'on en a? Alors qu'est-ce qu'on a comme récit? On a en particulier le récit du fameux géographe, historien de nos ancêtres à tous, qui s'appelle Strabon, qui a vécu à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc il est contemporain d'Auguste, si vous voulez, en gros, hein, pour vous situer dans l'histoire romaine. Et ce Strabon, grand voyageur, d'origine grecque, comme beaucoup des savants hein, qui circulent dans le monde romain de l'époque et qui diffusent la culture grecque, Strabon voyage et il est un de ceux qui bâtit le mythe des 7 merveilles du monde antique. Hein. Il n'est pas le seul, mais il a contribué lui aussi par ses descriptions aux merveilles du monde antique, dont le phare sur l'île de Pharos, la tour sur l'île de Pharos. Et il a laissé, paraît-il, une vague description de ce qu'était la bibliothèque, qu'il faut donc imaginer un petit peu comme ce que je vous montre là aujourd'hui. Vous voyez, une série de rangements dans lesquels on glisse ces rouleaux de papyrus, car le papyrus est enroulé sur lui-même, et forme ce qu'on appelle des volumina, pluriel de volumen. Donc vous connaissez l'origine de notre mot volume. Les volumes, à l'origine, ce sont les rouleaux de papyrus que l'on conservait sur les rayonnages des bibliothèques. Vous voyez que la bibliothèque était ornée de statues, des savants ou des dieux, vous voyez, mais ce n'était pas un lieu d'exposition de l'art, comme on a tendance à le croire spontanément. Muséon, bibliothèque, on croit que c'est un lieu qui était consacré à ce que nous, on appelle de l'art. Non. Il y avait certes des bustes ou des statues, mais étaient consacrés à des figures importantes, soit intellectuelles, soit des figures de dieux, ou de muses éventuellement. Alors, question, combien y en avait-il? C'est quand même une question qu'on peut se poser légitimement. Cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie, combien avait-elle de volumes, de volumina? D'après, en recoupant les divers historiens ou témoins de l'époque, on est passé, en gros, au début de plusieurs dizaines de milliers de volumes à plusieurs centaines de milliers. À son apogée, disons un siècle après sa fondation, ou 2 siècles après sa fondation, on estime qu'il a pu y avoir jusqu'à 500 000 volumes dans ces rayonnages de la bibliothèque d'Alexandrie. Ce qui est déjà, bon, c'est vraiment considérable quand même par rapport à nos critères d'aujourd'hui, 500 000 volumes, c'est quelque chose. Alors pourquoi une telle quantité? Parce que vous savez sans doute que le projet du roi Ptolémée, le premier des Ptolémées, je rappelle qu'à la mort d'Alexandre, ses principaux lieutenants se sont partagés l'immensité de l'empire ou des possessions vaguement conquises par Alexandre, et chacun a mis son dévolu sur une partie. La famille des Lagides a mis la main sur l'Égypte, et le premier de ces Lagides, c'est Ptolémée Ier. C'est lui qui a fondé cette bibliothèque sur les conseils d'un philosophe venu, et également homme politique venu d'Athènes, chassé d'Athènes en fait, et qui donc a été formé par Aristote. Hein. À l'origine de tout ça, j'ai oublié de le dire, mais il y a quand même Aristote. Petite incise. Dans la tradition de la philosophie et de la vie intellectuelle grecque classique, si on pense à Platon, mettons, et Socrate, l'enseignement est essentiellement oral. Il se pratique par les dialogues et la marche autour des locaux de l'académie, d'où vient le mot péripatéticien. Hein, vous connaissez tout ça. Donc, je veux dire, l'enseignement est d'abord oral. Il se transmet d'homme à homme. Il n'y a pas forcément de texte écrit, d'où la difficulté d'ailleurs de retrouver les textes d'origine. Ça change avec Aristote, qui précisément, lui, privilégie l'écrit. Et c'est avec Aristote que précisément la tradition de conserver les écrits, les pensées, va se fixer dans le monde grec. Et
c'est sous l'instigation d'Aristote que Alexandre, qui a été son élève, il a été le précepteur d'Alexandre, qui était le fils de Philippe de Macédoine. C'est dans ce courant de pensée, si vous voulez, que se situe la fondation de la bibliothèque d'Alexandrie. Elle est un peu un produit de la pensée aristotélicienne, en gros. Voilà. Et l'ambition de Ptolémée était de réunir dans sa ville, dans sa capitale, l'ensemble des connaissances de l'humanité de l'époque et de les transcrire en grec, de manière à avoir à sa disposition l'ensemble de la production intellectuelle connue venant des différentes sphères, soit grecques, soit extérieures au monde grec. Ça, c'est très important, parce qu'une partie de la pensée et de la science venant du monde indien, par exemple, ça, a transité par Alexandrie, et vous savez à quel point tout ça a joué un rôle pour nous-mêmes, pour la fondation pour nos fondements intellectuels. Bon, je ne dis pas plus parce que ça nous mènerait quand même très loin, mais en tout cas, voilà comment tout ça peut s'expliquer et pourquoi cette bibliothèque a eu tellement d'importance à la fois en volume, si j'ose dire, en quantité et par sa qualité même. On dit, il y a même eu un décret pris par Ptolémée II, son successeur, qui obligeait chaque navire transitant dans le port d'Alexandrie, et Dieu sait qu'il y en avait, c'était un des grands ports de l'Antiquité, de déposer obligatoirement les écrits qu'il transportait auprès de la bibliothèque, pour qu'ils soient soit déposés, soit copiés. Vous voyez, donc il y avait vraiment un souci d'intégrer tout le savoir antique dans ce lieu. Et voilà un papyrus, à quoi ça ressemblait, vous voyez, ces rouleaux, qu'on a parfois aujourd'hui du mal à voir parce qu'ils ont été effectivement victimes du temps. Ce n'est pas un support aussi solide qu'une tablette d'argile cuite, par exemple. Ça a pris tellement d'ampleur qu'il a fallu aménager un deuxième grand lieu proche de la bibliothèque, c'est autour d'un temple qui a été fondé au cours de l'époque hellénistique, qui s'appelle le Sarapéum, qui était consacré à un culte particulier. On a une extension de la bibliothèque, c'est le Sarapéum, qui lui aussi a disparu avec les vicissitudes de l'histoire d'Alexandrie. Voilà. Et tout ça nous fait donc arriver à la période qui suit, c'est-à-dire Rome. Rome qui est donc la cité qui, à partir de son Latium originel, a peu à peu mis la main sur l'ensemble du monde méditerranéen, et en particulier, ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, sur le monde grec. À partir du IIe siècle environ, avant Jésus-Christ, les armées romaines conquièrent progressivement l'ensemble des cités grecques, en commençant d'abord par les cités d'Italie du Sud, Syracuse, etc., puis la Grèce proprement dite, puis la Grèce d'Asie, c'est-à-dire ce qui est la Turquie d'aujourd'hui, par exemple, et de manière générale tout l'Orient, et évidemment Alexandrie. Et vous savez que c'est Cléopâtre qui a été la dernière reine d'Alexandrie, conquise, l'Égypte à ce moment-là a été conquise par Octave, qui est devenu plus tard l'empereur Auguste. Alors, j'ai écrit ici deux rubriques à propos de Rome. La distinction sociale par les livres, et puis l'apparition des véritables bibliothèques publiques. Ça, c'est important dans l'histoire, dans notre histoire des bibliothèques. Alors d'abord, la distinction sociale par les livres. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'entends ici distinction, je veux dire, c'est presque le concept bourdieusien que j'emploie aujourd'hui. C'est-à-dire le livre et la bibliothèque comme élément du standing, on va dire, social de l'aristocratie romaine. Avec la conquête du monde grec, on va dire que les Romains se piquent d'hellénisme. Ils vont être un citoyen romain de catégorie sociale élevée, a fortiori membre du Sénat, par exemple, des grandes familles, des gens, des grandes familles romaines. Ça suppose un certain standing, à la fois matériel, mais aussi intellectuel. Dans le genre de vie de l'aristocratie romaine, à cette époque-là, à l'époque de la splendeur de Rome, ce qu'on appelle l'otium, O-T-I-U-M, d'où vient notre oisiveté, c'est le genre de vie par excellence. L'aristocrate, homme libre, citoyen de Rome,
est quelqu'un qui est oisif, par nature, je dirais. Et il a à son service des nuées d'esclaves s'il le faut. Mais ce qui caractérise la romanité, c'est être justement oisif. Mais ça ne veut pas dire ne rien faire, ça ne veut pas dire être oisif au sens trivial du mot. L'osium s'accompagne d'une activité intellectuelle, notamment, et des échanges avec des amis, comme un peu un salon littéraire au XVIIIe siècle, vous voyez un petit peu, hein, chez Madame de Lafayette ou comme ça. Donc, alors, voilà ce que je veux dire, c'est que désormais, dans l'aristocratie romaine, mais ceci alors, ça va être partout dans l'Empire, pas qu'à Rome, dans toutes les capitales des provinces, hein, de l'immense étendue de l'Empire, la bibliothèque va devenir un élément du standing social. Et en ce qui concerne Rome particulièrement, il va y avoir un véritable pillage, on peut pas parler d'autres mots, un pillage, des bibliothèques constituées en Grèce et dans le monde hellénistique. Parce que le monde que conquiert, le monde oriental que conquiert Rome, c'est le monde hellénistique en gros, celui qui suit donc la conquête d'Alexandre et la fondation d'Alexandrie. Avec en particulier la conquête des villes comme Alexandrie, mais aussi de Pergame, d'Éphèse, autant de lieux, ou Antioche, qui sont les grandes villes aussi du monde oriental de cette époque-là et qui ont de grandes ressources culturelles. Alors, on cite en particulier le consul Paul Émile, qui est le conquérant de la Macédoine, voilà, je ne me trompe pas, voilà, et qui a vaincu Philippe V, dernier roi de Macédoine, à la bataille de Pydna, voilà, au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un des grands pas en avant de la conquête romaine en Grèce. Et on dit que, justement, il a ramené dans son butin de guerre, parce que la guerre s'accompagne du butin, hein, ça c'est systématique, et vous savez que le triomphe du consul, si c'est un consul, c'est d'avoir l'autorisation de rentrer dans Rome après avoir franchi le Rubicon. Vous vous rappelez qu'il faut franchir le Rubicon avec l'autorisation du Sénat, sinon on est en état de rébellion. Donc, si le Sénat vous autorise à rentrer en Italie et marcher sur Rome à la tête de votre armée victorieuse, à ce moment-là, vous pouvez exhiber votre butin. Vercingétorix y a figuré. Hein. Alors, dans le butin venu de Grèce, souvent, il y avait les grandes bibliothèques, dont celle de Philippe V de Macédoine, descendant du père d'Alexandre, si vous voulez, a figuré dans le butin qu'a ramené Paul Émile à Rome. C'est un exemple, hein, mais pour vous montrer que une grande partie de ce trésor culturel est transféré sous forme de butin. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi des achats systématiques de tout ce qui est possible d'acheter, un peu comme aujourd'hui dans le marché de l'art. Vous voyez très bien que les grandes fortunes font leur marché et constituent des collections qui participent de leur distinction sociale, au sens justement bourdiésien. Voilà. Alors, par la suite, cette abondance de livres et le souci de le présenter au public va conduire les autorités dans les différentes capitales de province, mais aussi à Rome même, au cœur de Rome, à constituer des véritables bibliothèques publiques, au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire de lieux où sont stockés des livres, entre guillemets, je mets des guillemets à livres, c'est pas forcément des livres, c'est des rouleaux ou d'autres formes de supports, dans des lieux accessibles au public, parfois en payant et parfois gratuitement. Nous sommes à l'époque du mécénat, le mécénat romain, hein, c'est l'évergétisme, c'est-à-dire être grand dans le monde romain, ça suppose qu'on dépense de l'argent au bénéfice des citoyens romains. Les bibliothèques publiques peuvent être une forme d'évergétisme pratiquée par les grandes familles et par l'empereur lui-même, et son cercle. On cite justement le cas d'Auguste, qui institue des galeries, qui fait aménager des galeries le long du forum pour accueillir des bibliothèques. Et en particulier sa sœur, son épouse Octavie,
est connu pour avoir créé une bibliothèque sur le forum. Une des plus connues à l'époque sera celle de Trajan. Vous connaissez tous la colonne Trajane. Et autour, il y a tous les bâtiments que vous voyez aujourd'hui qui n'ont l'air de rien. En fait, c'était un extraordinaire forum que Trajan avait fait construire. Et c'est dans ce forum qu'il y avait aussi une bibliothèque justement célèbre à l'époque. Mais on n'a plus beaucoup d'exemples parce que vous savez à quel point les villes de l'Empire romain ont été saccagées, détruites, pillées au cours des siècles qui ont suivi, et donc beaucoup de ces bâtiments ont disparu. Cependant, nous en avons un très bel exemple dans ce qui c'était la province d'Asie de l'époque, c'est-à-dire aujourd'hui la Turquie, sur la côte de la Turquie aujourd'hui, dans la célèbre ville d'Éphèse, qui était une des villes les plus brillantes de cette époque-là, d'origine grecque, depuis des siècles et des siècles, fondée par les Grecs, est devenue une des grandes villes de cette partie du monde grec. Vous savez tous sans doute que, d'après la légende, les récits hagiographiques, Saint Paul aurait débarqué à Éphèse, Marie y aurait fini 6 jours, et encore aujourd'hui, on peut visiter la maison qui est censée avoir abrité les derniers jours de Marie, voilà, de retour de Jérusalem. Donc voilà, bon, Éphèse c'est quand même un lieu un peu magique dans l'histoire, dans l'inconscient, ou dans la conscience plutôt des historiens et des amateurs d'histoire. N'oubliez pas que Éphèse était aussi le lieu où avait été construit une des merveilles du monde ancien, du monde antique, qui était le fameux temple d'Artémis, qui était considéré comme le plus grand temple construit dans le monde grec, dont il ne reste aujourd'hui, si vous allez à Éphèse, qu'une misérable, enfin une grosse colonne, qui donne une idée de ce qu'était, mais il n'y en a plus qu'une, sur un petit étang en bordure de la ville. Alors ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qui reste de la ville d'Éphèse telle que nous l'a légué l'époque hellénistique et romaine. C'est celle-là qu'on voit et qu'on visite aujourd'hui, qui est d'ailleurs magnifique, c'est vraiment un des hauts lieux du tourisme dans cette région de Turquie. Et vous voyez là la rue principale de la ville, qui descend doucement, et vous voyez au bout un bâtiment qui va nous intéresser, c'est celui-là. Celui-là, c'est ça. C'est la bibliothèque de Celsus, qui date du IIe siècle, après Jésus-Christ, là, on est après Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, l'époque de Trajan, etc. Marc Aurèle. Bien, c'est plutôt Trajan, en fait. Alors, cette bibliothèque porte le nom de... Bon, je peux lire mes notes, là, parce que je n'ai pas tout en tête, mais disons que exactement, la bibliothèque de Celsus porte ce nom. Elle a été édifiée par le fils de Tibère Julius Celsus, Ptoléméus, qui était membre du Sénat romain et qui avait été nommé proconsul à Éphèse, de 105 à 107. Il est mort à ce moment-là, et en son honneur, son fils, en 114, construit cette bibliothèque où, paraît-il, était aussi installé le mausolée de son père. C'est à la fois une bibliothèque et un mausolée. Voilà l'origine de ce bâtiment, qui donc est un bel exemple justement de l'architecture un peu d'Adrien, vous voyez, de l'époque d'Adrien. Voilà tel qu'il se présente aujourd'hui à nos yeux. Là voilà de face, vous voyez, magnifique façade d'entrée de ce bâtiment, avec la porte principale et les portes latérales. Elle était ornée de ces très beaux portiques, on pourrait dire, qui ornent à 2 étages, qui ornent cette façade, avec des niches où se trouvent des statues, qui sont en fait aujourd'hui des facsimilés. Les originaux se trouvent à Vienne, au fameux musée que je vous ai montré la dernière fois sur une image. Car c'est une équipe autrichienne, d'archéologues autrichiens, qui a mis à jour ce lieu et qui l'a rénové, parce qu'il était quand même sacrément en ruine quand ils l'ont fouillé. Voilà comment se présenter une fois qu'ils ont eu terminé les fouilles. Vous voyez, ils ont mis à jour tout ça. Et, pardon. Et vous voyez donc
la trace ici du portique et puis de la salle de la bibliothèque à l'arrière. Et on voit des niches, vous voyez. C'est ces niches qui supportaient les volumes. Voilà, c'est là qu'ils étaient stockés et on se promenait le long d'une sorte de galerie. Voilà, aujourd'hui, à quoi ça ressemble. Vous voyez, on voit la trace de la galerie où on pouvait accéder et aller se servir dans les rayonnages, en quelque sorte, qui se trouvaient là sur le côté. Les dimensions de cette salle, c'est environ 17 mètres, vous voyez, vous avez 16,72 ici, 17 mètres sur 11. Voilà la taille de cette salle. C'est pas considérable, mais c'est quand même assez intéressant comme volume. Hein. On peut considérer quand même que c'est une belle salle. Voilà, vous voyez le portique que vous avez vu là, la façade d'entrée là. Voilà. Et voilà à quoi ça pouvait ressembler, grosso modo, d'après les travaux des archéologues. Alors voilà un bel exemple d'une bibliothèque publique de l'époque romaine qui nous montre comment, déjà dans cet empire romain, par le biais de l'évergétisme, du mécénat, le livre, ou ce qui tient lieu de livre à cette époque-là, est mis à la disposition d'un certain public. Il ne faut pas imaginer des hordes de lecteurs se pressant et faisant la queue le matin pour entrer dans la bibliothèque, évidemment. Ce lieu, il est public, mais il s'adresse à un public sélectionné, un public de lettrés, on va dire, intéressé à la lecture. On est toujours dans un empire où la lecture est réservée à une certaine élite et où le gros des troupes est parfaitement analphabète. Hein. Donc voilà, il faut aussi relativiser l'impact en quelque sorte social de ces lieux. Donc au Moyen-Âge, que se passe-t-il? Vous le savez comme moi, les siècles obscurs, comme on les appelait autrefois, qui suivent la chute de l'Empire romain, ou la déliquescence progressive de l'Empire, la disparition progressive et l'émiettement de l'Empire romain, surtout en Occident, hein, tandis que l'Orient reste pendant longtemps unifié autour de Constantinople, hein, pour donner l'Empire byzantin. Mais en Occident, qui nous intéresse à nous, directement, les siècles du Haut Moyen-Âge, ou qu'on appelle aujourd'hui l'Antiquité tardive, sont caractérisés par, vous savez, la diminution de la vie urbaine, la disparition d'une grande partie de l'acquis de la culture romaine, et donc, du coup, toutes ces librairies, enfin les librairies c'est le mot anglais, ces bibliothèques qui avaient essaimé dans tout l'Empire et qui étaient présentes dans toutes les villes, mais aussi à la campagne. J'ai oublié de dire que pensez qu'une grande partie des aristocrates de l'Empire romain vivaient dans des villas à la campagne, des grands domaines, comme vous les connaissez, vous en avez visité, il y en a de superbes en Gascogne. Ils vivaient donc de manière sur un pied aristocratique et ils avaient eux-mêmes probablement dans ces lieux des bibliothèques. Il y avait donc des bibliothèques à la campagne à l'époque romaine, comme il y en avait en ville, soit des publics, je veux dire sur la voie publique, comme celle de Celsus, soit à l'intérieur des lieux privés, dans les domus, dans les maisons de maîtres, au cœur des villes, comme on en découvre encore aujourd'hui beaucoup quand on fait une fouille, souvent, quand on fait des travaux de génie public, vous savez que souvent on tombe en France sur des ruines, des traces de villas ou de maisons romaines, et on découvre avec stupeur que c'était splendide, qu'il y avait des mosaïques, etc. Donc on peut imaginer, dans tout cet univers urbain et rural, la multiplicité de ces lieux. Mais tout ça disparaît avec le changement d'époque et le fait que l'Europe devient donc surtout le fruit de royaumes dits barbares qui s'installent progressivement. Mais surtout, tous ces siècles troublés se sont accompagnés donc d'une restriction de la vie urbaine, de la destruction de beaucoup de lieux, ce qui fait que finalement, comme vous le savez sans doute, c'est l'Église qui en fait incarne la continuité de l'Empire romain et qui va conserver dans ses murs un certain nombre d'écrits qui l'intéressent au premier chef, c'est-à-dire des écrits d'ordre religieux d'abord, des récits évangéliques, bibliques, etc., en premier lieu, qui
qui vont constituer le fond de ce qu'on va appeler, faute de mieux, les bibliothèques ecclésiastiques du Moyen-Âge. Mais nous allons voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas forcément des bibliothèques au sens où l'entendons nous. Alors, vous voyez deux mots ici, deux mots très importants. Le mot scriptoria, donc pluriel de scriptorium, et libraria, c'est-à-dire scriptoria, littéralement, les lieux où on écrit. Car, vous le savez, c'est dans les monastères que, notamment, les moines copistes, comme on les appelle souvent, qui vont effectivement se livrer à la copie, c'est-à-dire à la reproduction à la main d'écrits venant de l'Antiquité et qu'il convient de conserver et de reproduire. Et puis la libraria, ça va être progressivement l'apparition, au bout d'un certain nombre de siècles, notamment à partir du 11e, 12e, qui est une époque de renaissance urbaine, on va voir apparaître un nouveau type de lieu, c'est-à-dire le lieu où l'on va fabriquer et conserver des livres, en particulier à l'ombre des nouveaux collèges religieux ou laïques qui se constituent dans les villes, qui sont l'embryon des universités. C'est la naissance, à la fois la renaissance urbaine et la naissance, la fondation des premières universités qui va, en quelque sorte, lancer un petit peu le renouveau et l'apparition d'un nouveau type de lieu, la libraria, ce qui va nous conduire précisément à notre conception de la bibliothèque moderne. Alors voilà, au tout début du Moyen-Âge, à quoi pouvait ressembler, faute de mieux, ce qu'on pourrait appeler une bibliothèque du haut Moyen-Âge, vers le 5e, 6e, 7e, à l'époque mérovingienne, puis carolingienne, à quoi ça pouvait ressembler. Mais voilà, on en a un indice dans un lieu assez extraordinaire, qui se trouve à Ravenne, qui est le tombeau de Galla Placidia. Galla Placidia, personnage un peu oublié aujourd'hui, a eu un rôle considérable à la fin de l'Empire romain. Elle était la fille de Théodose, en fait. Vous voyez, l'empereur Théodose, celui qui a imposé la religion, qui a fait de la religion chrétienne la religion d'État dans l'Empire romain, fin du IVe siècle. Sa fille, Galla Placidia, a été mariée successivement. Elle a été raptée. Bon, je ne vais pas me lancer dans la vie de Galla Placidia. Ça a une très belle série télévisée sur Netflix. On pourrait faire une série sur Galla Placidia, c'est extraordinaire. Bon, elle a été l'épouse notamment d'Alaric, celui qui a saccagé Rome, vous voyez, pour vous situer. Bon, et alors, la légende veut qu'elle soit morte à Ravenne, et qu'elle aurait son tombeau à Ravenne. En fait, c'est faux. Elle est morte à Rome, et elle n'a jamais été enterrée à Ravenne. Mais, si vous allez à Ravenne, vous verrez le tombeau de Galla Placidia. Donc, sachez qu'elle n'a jamais été là, mais que ça nous a permis d'avoir un faux tombeau qui est une pure merveille. Parce que derrière ce petit bâtiment de briques, là, que vous voyez, qui n'a l'air de rien, vous voyez, petite chapelle avec 4 ailes, en fait, à l'intérieur, vous avez une mosaïque absolument sublime, qui est vraiment extraordinaire, qui est sans égal, je veux dire, qu'il n'y a pas d'équivalent pratiquement. Donc, avec une voûte qui évoque la sphère céleste, vous voyez, qui est constellée d'étoiles, magnifique. Et puis, aux 4 coins, vous voyez, il y a 4 petites ailes, il y a ce qu'on appelle des lunettes, qui sont décorées au-dessus de chaque aile. Et alors, il y a une qui nous intéresse particulièrement, ici, c'est la lunette dite de Saint-Laurent, qui retrace le martyre de Saint-Laurent, qui est ici. Et vous voyez là l'évocation de son martyr, le pauvre malheureux. Il a grillé sur cette grille, vous voyez, comme un barbecue. Voilà. C'est le martyr de Saint-Laurent. Bon. Alors, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Vous voyez, de plus près. Voilà une armoire à livres. Voilà ce qu'on appelle un armorium dans le vocabulaire de l'époque. C'est là que ça vient, notre armoire à lire. Et vous voyez, à l'intérieur, c'est intéressant, il n'y a que les mots des 4 évangélistes. Vous voyez, Marc, Luc, Matthieu et Jean. Et vous voyez que les livres en question, on va le voir après, ce sont ce qu'on appelle des codex,
ils sont posés à plat, et pas sur la tranche, comme nous avons l'habitude, nous, de le faire. Ce n'est pas encore le cas à l'époque. Mais voilà à quoi ceci nous permet de visualiser à quoi pouvait ressembler une bibliothèque à l'époque. En fait, ça se résumait souvent à une armoire à lire, ou un coffre à livres, et pas du tout un bâtiment en tant que tel. C'est vous dire à quel point la vie intellectuelle s'était restreinte à cette époque-là. Alors, effectivement, ce moment, c'est le passage du papyrus au parchemin. Changement de support, changement de type d'écriture, nouvelles techniques, nouveau rapport à l'écriture et au livre. Là, c'est là qu'on peut commencer à parler véritablement d'un livre, au sens où nous l'entendons nous. Et ce livre va porter le nom de codex, ce qu'on appelle des codex. Alors là, on a un document précieux qui vient précisément de ces codex qui, vous le savez, étaient souvent décorés, c'était des œuvres d'art en fait, ces parchemins, qui étaient soit destinés au clergé, dans les monastères, ou dans les chapitres des cathédrales, ou bien donc au clergé si vous voulez, ou bien aux princes de cette époque-là, qui pouvaient en commander. Et ils étaient très richement décorés, ce qui fait en particulier leur valeur aujourd'hui. C'est tous ces éléments décoratifs, en particulier, vous voyez ici, des décors associés à des initiales, à des lettres initiales, vous voyez. Là, souvent la page commençait par un décor inscrit dans la première lettre du texte. Alors ce qui est intéressant, c'est que là nous avons, on voit la fabrication du fameux parchemin et des codex qui en découlent. Alors, ce document provient donc de manuscrits vers 1233, donc on est au début du XIIIe siècle, un manuscrit enluminé et qui nous montre les différentes étapes du processus. Alors, j'y viens pour retrouver un peu mes notes. Alors, ici, premier point ici, vous avez première miniature ici, première enluminure. Vous voyez la préparation de la peau tendue sur un cadre de bois. Ici, vous le voyez, le cadre de bois. La peau tendue, là. Et dans la même image, la remise à son destinataire du produit. C'est-à-dire, une fois la peau préparée, comme on nous le montre ici, on la remet au moine qui la recueille. Et là, vous avez le fabricant, celui qui l'a fabriqué, apparemment. Ou en tout cas, l'équipe, il fait partie de l'équipe qui l'a fabriqué. Donc vous avez simultanément deux choses. La fabrication et la vente. On peut supposer que c'est vendu. Voilà. Alors, ce parchemin, d'où il vient? Enfin, quelle est l'origine? Alors là encore, une incise, ça mérite quand même... Vous savez qu'en italien ou en espagnol, parchemin, ça se dit pergamino. Pergamino. On y entend pergame. Et oui, parce qu'il semblerait qu'à l'origine, le parchemin aurait été inventé à Pergame, donc en Asie mineure, en Turquie aujourd'hui, à Pergame qui était la rivale d'Alexandrie. À un moment donné, Alexandrie a vu surgir une rivale un peu au nord, là-bas, en Turquie, enfin dans la Turquie actuelle, Pergame. Et Pergame avait aussi une grande bibliothèque, élément de prestige comme pour Alexandrie. Et puis il y a eu un incendie, elle a été en grande partie détruite. Donc il a fallu la reconstituer. Et Pergame s'est adressé à Alexandrie, au roi d'Alexandrie à ce moment-là, pour qu'il lui fournisse les papyrus, puisque c'était à l'époque du papyrus, pour reconstituer sa bibliothèque. Et d'après la légende, ou le récit plus ou moins légendaire, le roi d'Alexandrie aurait refusé parce qu'il ne voulait pas revoir ressurgir une rivale en lui fournissant la matière première. C'est un débat d'actualité sur les questions de matière première. Et donc, voilà notre Pergame condamné à inventer un nouveau support, faute de papyrus. Donc il semblerait que ce serait, dans ces circonstances, que Pergame aurait... peut-être, ça devait être des procédés qui existaient déjà, mais aurait systématisé l'usage
de peau de bêtes, de veaux ou d'agneaux, voilà, hein, velum, et qu'ensuite son usage se serait répandu partout. Et il s'avérait que ce support était plus résistant dans le temps que le papyrus, qui pouvait s'abîmer beaucoup plus facilement. Donc voilà, bon, pour l'anecdote, d'où vient le mot en tout cas de parchemin, pergamino en italien. Troisième temps de l'étape, ici on a donc le moine, oui, dans le scriptorium, qui est occupé à fabriquer par pliage des cahiers qui formeront le codex après la découpe des parties irrégulières. Donc après stade 1, stade 2, on constitue des codex par pliage et ensuite on va réunir ces codex ensemble pour former des ouvrages qu'on va appeler codex et que nous on appelle des parchemins, des manuscrits. Ensuite vous voyez ici, troisième temps, un autre moine qui trace au stylet les réglures qui serviront à guider le moine dans son travail de copie, qui travaillera dans le scriptorium du monastère. Et puis ici, quatrième temps très intéressant, travail d'enluminure. Et là, vous voyez qu'on quitte le monde des clercs pour passer dans le monde des laïcs, et que ici, la personne qui est en train de décorer d'un portrait, ce manuscrit, est visiblement quelqu'un qui est un laïc, c'est pas un moine. Et là, vous voyez justement l'apparition, précisément, de ce qu'on va appeler les librarias. Les librarias, c'est les lieux où l'on va confectionner ces livres. Donc, il n'y a plus l'exclusivité des moines, il y a de nouveaux lieux en ville où des spécialistes vont peu à peu, enfin des gens vont peu à peu se spécialiser dans les différents stades de fabrication du livre, d'illustration du livre et de la vente du livre. Tout va être réuni, peu à peu va se constituer cette industrie qui va être au cœur quand même de l'activité économique des villes du Moyen-Âge, de la Renaissance et pendant des siècles et des siècles. C'est aussi un des ferments de la future révolution industrielle, l'imprimerie. Vous savez à quel point l'imprimerie a joué un rôle important dans l'histoire industrielle de nos contrées. Voilà, donc je trouve ce document particulièrement intéressant sur les processus en cours dans ce Moyen-Âge. Et à quoi pouvait ressembler un armarium dans un monastère? Eh bien, vous en avez un bel exemple à l'Escaladieu. Voilà l'abbaye de l'Escaladieu, avec l'emplacement du cloître, dont il ne reste que ce côté-là, avec la salle capitulaire qui est là. Là, vous avez la chapelle, l'église abbatiale, ici. Vu de plus près, vous voyez la salle capitulaire ici. L'entrée, la porte qui se trouve sur le côté de l'église abbatiale. Et puis là, vous voyez, une sorte de petite niche là, vous voyez. On est donc tout à côté de la porte. La prochaine fois que vous irez à l'Escaladieu, si c'était déjà fait, à moins que vous l'ayez déjà remarqué, vous verrez ça. Voilà l'armarium de l'Escaladieu. C'était là que les moines rangeaient les volumes qui étaient consultables. Vous voyez que ça se résume à pas grand-chose quand même, c'est pas terrible. C'est pas les bibliothèques d'aujourd'hui. Mais c'était ça le trésor écrit de l'abbaye. Et il y avait donc là des tablettes. On imagine que dans certains cas, dans certains monastères ou chapitres de cathédrales, on trouve même la trace, l'emplacement des tablettes sur le côté ou sur lequel reposaient les différents manuscrits qui étaient en usage. Car on venait donc, les moines venaient se servir là et pouvaient donc consulter les livres, les lire à l'intérieur du cloître, pour les transporter avec eux et puis les ramener là. Voilà. Parfois, il y en a qui oubliaient de les ramener, qui les gardaient parce qu'ils étaient particulièrement attachés, etc. Alors, il y avait des petits problèmes de gestion, comme tous les bibliothécaires les connaissent aujourd'hui. Alors, on a trouvé une solution.
qu'on va retrouver dans plein de supports de l'époque, c'est qu'on va les enchaîner. Certains volumes, certains codex particulièrement consultés et qui peuvent disparaître, on va prendre le taureau par les cornes, on va les sceller à un support avec une chaîne et un cadenas, et comme ça on ne pourra pas le voler. Donc on trouve ça un peu partout au Moyen-Âge. Et nous en arrivons ainsi à un épisode particulièrement important qui est notre bon roi Charles V, qu'on peut considérer comme le premier roi de France lettré, le premier vrai roi de France lettré, fondateur, à l'origine en tout cas, de la Bibliothèque royale, qui est elle-même, vous le savez, à l'origine de la Bibliothèque nationale. Un certain nombre des manuscrits que Charles V a réunis dans sa bibliothèque du Louvre figurent encore dans l'inventaire de l'ABN Richelieu. Alors voilà une image du Louvre de l'époque, le Louvre de Charles V, celui dans lequel il a vécu. C'est le moment où les rois de France, à l'instigation de Charles V, nous sommes au XIVe siècle, quittent la cité où depuis plusieurs siècles il y avait le château, le palais des rois, c'était là, dont il reste aujourd'hui la Sainte-Chapelle par exemple, et la conciergerie. Il quitte Charles V, il a été... Nous sommes à l'époque de la guerre de Cent Ans, c'est le fils de Jean le Bon, celui qui a été prisonnier à Poitiers. Et si vous révisez vos petits livres d'histoire, vous trouverez Jean le Bon, prisonnier à Poitiers. Bon, oui, son fils était Charles. Et Charles, donc, il a eu la visite de factions, on va dire, séditieuses à Paris, qui ont envahi le château des rois dans la cité, jusque dans son lit, et il a failli y passer, quoi. Donc il n'a plus voulu vivre quand il est devenu roi, qu'il a quitté son statut de dauphin. Il a décidé qu'on quittait la cité, devenue trop dangereuse, et on allait s'installer au Louvre, mieux fortifié, vous voyez, le Louvre de cette époque-là. Et c'est la tour de la Fauconnerie. Vous savez à quel point la chasse était importante. Donc c'est dans la tour de la Fauconnerie qu'on installe la première bibliothèque royale. Il y en avait existé une un peu avant, un siècle avant, sous Louis IX, Saint-Louis, mais elle avait disparu en grande partie. Mais c'est vraiment lui qui installe donc dans le Louvre une bibliothèque qui va recueillir les ouvrages les plus précieux et à qui il va nommer une personne pour le gérer. Donc on pourrait dire qu'il est aussi le créateur des premiers bibliothécaires royaux à cette époque-là. Alors là, vous voyez ce document, c'est extrait des fameuses riches heures du duc de Berry que tout le monde connaît. C'est magnifique miniature, c'est l'exemple même du manuscrit commandé par un prince, le duc de Berry, qui est son frère. Le duc de Berry, c'est le frère de Charles. Et donc fin 14e. Et il est précieux parce qu'il nous montre donc de façon très très précise à quoi ressemblait tout un tas de lieux qui aujourd'hui ont disparu. Le château de Vincennes, la cité, le palais de la cité et le Louvre primitif. C'est donc là que Charles V, que nous voyons ici, c'est intéressant cette représentation, sur en luminure également. Vous voyez la beauté de ce manuscrit, hein, c'est extraordinaire. Le texte ici et tout l'entourage décoré. Alors vous voyez comment il est représenté. Il est représenté vraiment en roi lettré. C'est pas un roi avec une épée à la main ou avec le sceptre, vous voyez, avec les attributs du pouvoir traditionnel. On a affaire au premier roi qui se représente en roi lettré. Donc c'est intéressant, hein, c'est vraiment bien. Et vous voyez qu'il est entouré de livres, effectivement. Hein, voilà. Alors, non seulement il est entouré de livres déjà existants et qu'il rassemble autour de lui, mais il en commande. Ça, c'est important. La commande royale. Et là, vous voyez une illustration qui est tirée c'est une illustration tirée d'un manuscrit qui vous montre le roi lui-même recevant un livre d'un officier royal, un des principaux officiers de son armée, qui apparemment était originaire ou avait vécu à Saint-Quentin, en Picardie,
Et à l'occasion d'une visite que le roi aurait fait, il aurait repéré un texte religieux du XIIe siècle dont il a commandé la copie. Et c'est cette copie que là on voit la scène qui vous montre le moment où cet officier royal remet cette fameuse copie commandée par le roi dans les mains du roi. Donc vous voyez la force symbolique de cette image dans l'image que le roi veut donner de lui-même. Et puis voilà précisément à quoi pouvait ressembler, comment on peut imaginer la bibliothèque royale à cette époque-là, constituée d'un certain nombre de rangements où nous retrouvons, vous voyez, les fameux codex ici, et vous voyez qu'ils sont posés à plat, voilà, et non pas encore debout sur la tranche, comme nous avons l'habitude de les voir dans nos bibliothèques. Et pourtant, souvent ces manuscrits sont pliés, enfin, on réunit plusieurs codex, et on place deux planches ou deux planchettes de chaque côté pour les tenir ensemble, vous voyez. Donc on aurait pu imaginer qu'une fois que les codex sont pliés avec ces planchettes, on peut les placer debout. Ce n'était pas trop le cas pour l'instant. On en reste à une tradition de livres à plat, ou dans des coffres. Alors soit dans des armoires fermées, vous voyez, à l'abri de la poussière en particulier, et des rongeurs. Il faut y penser, quoi, à l'époque surtout. Et puis, ou des coffres à plat, au sol. Et puis on voit apparaître progressivement des locaux plus appropriés à la conservation et à la consultation des livres. Et un des plus beaux exemples que nous ayons en France, c'est celui-ci. C'est la bibliothèque du chapitre de la cathédrale de Noyon. Nous sommes là au nord de la région parisienne. Noyon, c'est la Picardie, quoi. C'est l'Île-de-France et Picardie, Noyon. Vallée de l'Oise par là. Et donc, miraculeusement, cette bibliothèque, et là on peut vraiment parler de bibliothèque, a traversé les siècles, malgré la guerre de 14, car la ville de Noyon a été noyée sous les bombardements en 1918, au plus fort de la guerre, en 1918, dans la région, et la cathédrale en a souffert, la ville elle a été détruite à 80%, et la bibliothèque n'a pas été touchée ou très peu. Et donc c'est vraiment un miracle qu'on l'ait encore comme ça, dans cet état. Et vous voyez qu'elle est constituée d'un bâtiment installé sur des poteaux en bois, avec une salle de lecture, bien éclairée par des fenêtres, car à l'époque c'est important. Il n'y a pas d'électricité. Et les bougies, bon, mais ça va un moment, mais c'est pas terrible non plus. Donc, rien ne vaut la lumière naturelle. Donc, voilà un bâtiment fonctionnel. On commence à concevoir des bâtiments qui sont adaptés à leur fonction. Et voilà l'intérieur, vous voyez. Alors, l'intérieur n'est pas du 15e, hein, mais il donne une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler. Et apparaît un type de meuble qui va se répandre un peu partout, c'est le pupitre. Vous voyez, le pupitre de consultation. On pose le volume sur ce pupitre et on le lit debout. Souvent, on est debout. Et tout d'un coup, ça m'a frappé en préparant le cours. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'à l'époque, on pratiquait la lecture à haute voix. La pratique de la lecture, la nôtre, la lecture silencieuse, est relativement récente. Et pendant longtemps, pendant des siècles et des siècles, les gens lisaient à haute voix. Donc il faut imaginer aussi le fond sonore, quoi. Il y a à la fois dans quelles conditions on lisait, et puis l'ambiance qu'il y avait, vous voyez. Donc imaginez plusieurs personnes en train de lire, ça faisait un brouhaha, un bruit de fond. Et c'est assez étonnant. Nous, vous savez, quand on rentre dans la bibliothèque, on vous rappelle à l'ordre dès que ça commence un peu à discuter. Ben, pas du tout à l'époque, probablement pas. Hein. Voilà. Et on prend l'habitude aussi de ranger les livres, parfois, sous le pupitre. Ce qu'on va appeler, nous, les usuels. Ceux qui sont le plus utilisés par les gens. Les gens en question, ce sont des ecclésiastiques, hein, ce sont des clercs.
mais qui les consultent fréquemment, on les laisse dessous, sur des tablettes. Et on peut les mettre sur le pupitre. Et encore une fois, pour éviter qu'un lecteur trop empressé se l'amène pour, ça ne veut pas dire le voler, mais l'emporte pour l'avoir avec lui et en privant les autres, c'est là qu'on prend l'habitude d'installer une tringle, ici, métallique, avec une chaîne pour retenir le volume. Et ce qu'on voit d'ailleurs ici, dans une représentation d'un peintre du XVe siècle, un peintre italien, vous voyez, c'est une peinture du 1565, je crois, qui représente Saint-Augustin. Alors là, vous voyez, Saint-Augustin est représenté comme un prélat, vous voyez, il était évêque, hein, Saint-Augustin, à l'origine. Et vous voyez, on a très bien, voilà, à quoi pouvait ressembler ce qu'on va appeler, rappelez-vous le mot que j'avais utilisé pour la naissance des musées, les studiolo italiens, c'est-à-dire le cabinet de travail, j'avais parlé à l'époque des princes, mais là on peut dire le cabinet de travail des humanistes de la Renaissance. Et là, cette représentation de Saint-Augustin nous permet de voir à quoi ressemblait le mobilier, vous voyez, que je viens de vous décrire. Le pupitre de lecture, là il est assis. Donc on a aménagé, vous voyez, c'est déjà le stade numéro 2. Pas du pupitre muni de banc. Vous voyez en dessous, vous voyez le rangement de certains livres ici. Mais en même temps, il y a des rayonnages à côté. Alors il y a deux types de rangements, soit dans les pupitres ou des coffres, et dans des rayonnages verticaux sur un ou deux, sur un mur latéral ou sur les deux murs, en fonction des cas. Voilà une représentation. Une autre qui est ici, un magnifique tableau de Carpaccio, grand peintre vénitien du XVe, qu'on trouve à la Scuola degli Schiavoni. Vous voyez, c'est un tableau du début du XVIe, mais qui nous représente aussi Saint-Augustin, et avec à chaque fois Saint-Augustin est représenté comme un clerc. Mais ici, c'est un clerc, il a les habits sacerdotaux, mais enfin, il est proche plutôt du modèle de l'intellectuel, on va dire, du XVIe, hein, de la Renaissance italienne. Et vous remarquez dans ce tableau à quel point le livre est présent partout. Ici, devant, vous voyez, là, et puis ici, vous voyez à l'arrière-fond, comme une sorte de lutrin ou de tourniquet, on va dire, où on a un certain nombre de livres qui sont là et qui sont à la disposition du lecteur. Donc voilà, représente, et puis vous voyez des instruments scientifiques, hein, donc on est là dans une manière de représenter ce qu'est un intellectuel, un humaniste du XVe ou du XVIe siècle. Voilà. J'ai choisi ces documents pour vous montrer le rôle éminent, bien entendu, que vont jouer dans l'émergence des bibliothèques ces grands intellectuels humanistes de la Renaissance, qui sont souvent ou d'origine ecclésiastique ou qui ont gardé le statut d'ecclésiastique, mais qui sont aussi des laïcs. Il y a les deux. Et c'était cette catégorie, hein, cette classe des intellectuels européens, comme Erasme, même pas, vous voyez, c'est ces gens-là qui vont faire émerger la bibliothèque moderne, qui vont conseiller les princes et les inciter à construire des bibliothèques modernes. C'était le sens de mon titre que j'ai sauté, hein, autre partie, l'Italie de l'humanisme et de la Renaissance, la diffusion de la première modernité bibliothécaire. Là voilà, la première modernité bibliothécaire. Nous sommes à Florence, dans le couvent San Marco, qui est réaménagé sous l'impulsion de Cosme de Médicis, hein, un des fondateur de la gloire de la famille Médicis, Cosme Ier, qui engage l'architecte Michelozzo, vous voyez les dates, pour réformer, refondre le couvent San Marco et le moderniser en quelque sorte. Et c'est dans ce contexte-là qu'on aménage une grande bibliothèque dont vous voyez une image ici. Alors, ce couvent, il se trouve, enfin, ce couvent, c'est le couvent où travaille un certain moine qui s'appelle
qui s'appelle Frère Angelico, il travaille là. Il est à ce couvent de Saint-Marc à ce moment-là. Et il participe aux travaux de décoration du nouveau couvent. Et c'est pour ça que si vous visitez ce couvent à Florence, vous verrez les décorations, chaque cellule de chaque moine est décorée par Fra Angelico, avec soit une lunette comme ça. Et parmi ces lunettes, non, ça c'est pas une lunette, ça c'est l'escalier qui mène à la bibliothèque, qui est décoré par cette annonciation très connue. Voilà. Alors, je reviens à mon image de départ. À quoi ressemble cette première grande bibliothèque? Vous voyez une allée centrale de circulation, et de chaque côté, les allées, les bas-côtés, on va dire, c'est les lieux du travail. Donc il faut imaginer, contrairement à ces vitrines qui sont là aujourd'hui, qui ne sont pas d'époque bien entendu, il faut imaginer qu'il y avait un pupitre auprès de chaque fenêtre, et qu'on pouvait travailler des deux côtés, vous voyez. La lumière rentrait par les deux côtés, et il faut imaginer les moines au travail là. Voilà, donc vous avez là un premier type de bibliothèque moderne qui voit le jour à Florence au XVe siècle. Et nous sommes ici, vous voyez, c'est le plan de ce couvent. Voilà, vous le voyez, de ce bâtiment-là. C'est ça la bibliothèque. Et l'annonciation que je vous ai montrée, elle se trouve en montant l'escalier entre le rez-de-chaussée qui est ici, donc un escalier là. La bibliothèque se trouve au premier, hein, et accompagné de cellules de moines qui sont là. Ça c'est le même niveau, c'est le premier étage, et voilà le rez-de-chaussée avec le cloître et l'église abbatiale. Donc, tout ça pour dire que la décoration, l'annonciation se trouve ici, là, quand on monte vers le premier. Là voilà. Et puis, deuxième grand édifice, toujours à Florence, toujours sous l'autorité des Médicis. Cette fois, c'est un autre Médicis, Jules, qui prend l'initiative de commander pour le couvent de Saint-Laurent à Michel-Ange, enfant du pays quand même, une nouvelle bibliothèque qui porte le nom de Laurentiana. Laurentiana parce qu'elle se trouve à l'intérieur d'un couvent dédié à Saint-Laurent. Et alors là, vous voyez la différence avec l'image précédente, c'est que la colonnade centrale a disparu. Donc on a une salle unique, un grand salon, on pourrait dire, qui constitue la bibliothèque. Et vous voyez à quel point la lumière est censée rentrer à flot, vous voyez, dans ce local. Et vous voyez comment les pupitres se sont multipliés pour permettre le travail de nombreuses personnes dans ce lieu. Donc là, on imagine qu'on n'est plus dans une petite communauté de moines avec quelques dizaines de personnes, mais on est déjà dans des lieux qui sont publics, où le grand public, entre guillemets, en tout cas un public différent de ceux des moines, peut désormais pénétrer et travailler. Les travaux ont commencé, vous voyez, en 1525, et puis ils ont tardé un peu, quoi. Hein, bon. Et voilà, ce qui est remarquable aussi, c'est le magnifique escalier qui a été dessiné par Michel-Ange pour accéder à cette bibliothèque. Et vous voyez au fond, hein, vous reconnaissez le plafond. Un peu aussi symboliquement, on dit que bon, Michel-Ange a quand même voulu symboliquement que le visiteur passe de l'ombre à la lumière. Vous voyez, à travers la montée des gradins, on accède au savoir et à la lumière. Autre lieu très important, alors là on est au Vatican, c'est la nouvelle bibliothèque vaticane qui s'édifie aussi à ce moment-là sous l'égide de plusieurs papes. Ils ont contribué à plusieurs. Ce qui est intéressant dans cette gravure, c'est, vous voyez, le rangement. Et là, hop, par rapport à la bibliothèque de Charles V, par exemple, vous voyez qu'il y a un changement. On a des grandes armoires, des rayonnages qui supportent les livres, et vous voyez qu'ils sont désormais rangés verticalement. Un nouveau type de présentation.
qui répond aussi à l'abondance des livres, car avec la multiplication des livres, grâce notamment... Alors, il y a les manuscrits qui se perpétuent, encore un peu, mais surtout, progressivement, on va passer aux livres imprimés, qui reste un objet précieux. Attention, ne nous trompons pas, ce n'est pas le livre de poche. Hein. Donc, on n'est pas encore dans la culture de masse. Mais l'imprimerie permet de fabriquer des livres bien meilleur marché que les manuscrits, et donc ils vont se multiplier, ils vont être plus facilement achetés par les bibliothèques en question, et donc du coup on va arriver à des bibliothèques comportant des milliers, désormais on va changer d'échelle, il va y avoir des milliers de volumes à ranger et à classer, car là aussi on va arriver à un moment où il va falloir se poser la question du rangement raisonné. Il va falloir trouver un moyen de classement. Donc on est dans cette époque où tout ça se met en place et les principes de l'organisation, du rangement, vont aussi se préciser. Magnifique objet qui ne peut pas rêver d'une telle bibliothèque à portée de main. À Venise, au cœur de Venise, sur la place Saint-Marc, en tout cas sur la Piazzetta, qui est là. Il y a la Piazza et la Piazzetta. Donc, en face du Palais des Doges. C'est vraiment un emplacement en or. C'est dire la place qu'occupe. Alors là, j'en profite pour dire, j'ai dit à un moment donné que la bibliothèque royale, princière, etc., aristocratique, c'est un élément du prestige social. C'est presque un élément de pouvoir. C'est la République de Venise, ici, qui se donne à voir. Hein. On est en face du Palais des Doges, on est au cœur du pouvoir vénitien. Derrière, il y a la basilique Saint-Marc. Donc, on est vraiment au cœur de ce qu'est la République de Venise. Donc, voilà le statut politique, on pourrait dire quasiment, de cette nouvelle bibliothèque dessinée par Sansovino au XVIe et qui porte le nom de Marciana, puisqu'elle est en face de Saint-Marc, Marco Marciano. La voilà vue du côté, de l'autre côté, le plan pour vous rappeler les lieux, pour ceux qui connaissent Venise, la Piazza San Marco, avec les procuratie, les galeries, la basilique Saint-Marc, le Palais des Doges, la Piazzetta, c'est la partie qui donne sur le Grand Canal, c'est sur le bassin en tout cas ici, et voilà la magnifique bibliothèque, décorée parmi toute une équipe de peintres vénitiens, et vous savez à quel point Venise est une pépinière pour la peinture, ben, il n'y avait pas moins que Tintoret et Véronèse quand même, parmi les peintres qui ont décoré cette bibliothèque, au lieu donc de l'art vénitien aussi. Et vous voyez les pupitres sur le côté, là, sur cette photo. Enfin, autre lieu intéressant, dont vous savez peut-être que justement, par piété, Philippe II a souhaité que son palais monastère, adopte le plan de la grille de Saint-Laurent, en souvenir de Saint-Laurent, parce que au cours de la bataille de Saint-Quentin, grande victoire pour lui, il avait détruit un monastère, une église consacrée à Saint-Laurent, et pour se racheter, il a fait construire donc ce palais monastère en souvenir de cette église, et il lui a donné son nom. D'où le plan en grille qu'a adopté ce palais. Et c'est dans une de ces ailes que se trouve ceci, cette magnifique galerie décorée. Alors là, on est vraiment dans l'esprit de la Renaissance en plein, vous voyez, avec ces références antiques en quelque sorte. C'est une galerie de la Renaissance européenne qui se trouve être en Espagne, mais elle pourrait être ailleurs en Europe. Et vous voyez, les meubles sont d'époque, c'est des meubles en chêne, je crois, noyés, des bois qui ont tenu le choc à travers le temps. Et là, vous voyez que les volumes sont rangés verticalement, désormais. Et puis, pour ajouter à la galerie de magnifiques bibliothèques européennes, vous savez peut-être que
il y en a un certain nombre, en Autriche, en Bavière, en Bohême, etc., dans l'Europe centrale, où le baroque a battu son plein au XVIIe, au XVIIIe siècle, où beaucoup d'abbayes ont été réaménagées, en particulier en Autriche, celle-ci, Admont, qui se trouve donc en Styrie, et où, dans une des ailes, je ne sais pas laquelle, bon, j'en sais rien. En fait, voilà, l'intérieur d'une bibliothèque de style, alors là on est dans le rococo, en fait, autrichien, hein, voilà, magnifique lieu, donc qui, paraît-il, il y aurait là, dans cette bibliothèque, un exemplaire d'origine de la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert, par exemple, et la Bible de Luther. Voilà. Autre lieu magnifique en Autriche, si vous avez l'occasion d'y aller, ne manquez pas l'abbaye de Melk, qui se trouve sur les bords du Danube, à l'entrée de ce défilé magnifique qu'on appelle la Wachau, ici, qui est le passage du Danube à l'intérieur des derniers chaînons alpins, si vous voulez. Et ça donne lieu à un défilé de quelques dizaines de kilomètres, très beau, très agréable, très haut lieu touristique en Autriche. Et à l'entrée de ce défilé, vous voyez, sur un éperon rocheux qui domine le fleuve, vous avez ce magnifique abbaye baroque du XVIIIe, enfin, remodelé au XVIIIe, avec de très grands bâtiments, et en particulier ce point de vue là au-dessus de l'éperon rocheux qui est absolument magnifique. Et à l'intérieur, là aussi, vous voyez, une bibliothèque absolument somptueuse, voilà, d'époque. Et ça nous amène à Paris, avec l'apparition de la Bibliothèque nationale, les débuts sous forme de bibliothèque royale, à l'instigation notamment de Colbert, qui installe en plein cœur du Paris de l'époque, ici, des bâtiments nouveaux pour accueillir la Bibliothèque royale qui a voyagé, hein, elle a été à Blois au départ sous François Ier. Il faut rappeler que François Ier aussi a pris une décision absolument capitale, c'est le dépôt légal. Il a demandé à ce que tout libraire, c'est-à-dire tout imprimeur, fabricant de livres, dépose un exemplaire dans la Bibliothèque royale de chaque livre imprimé. C'est le début du dépôt légal. Ce qui fait que la Bibliothèque royale va s'enrichir automatiquement de tout ce fonds fourni par les grands imprimeurs et libraires du royaume, plus ce qu'on va acheter à l'étranger, etc. Et alors, du coup, il faut loger tout ça, et on va imaginer de nouvelles galeries ici, entre deux rues devenues célèbres depuis. Vous pouvez voir ici la rue de Richelieu et la rue Vivienne. Bon, ben notre BN, la première bibliothèque nationale, elle est toujours entre la rue Vivienne et la rue Richelieu. D'ailleurs, on l'appelle aujourd'hui la BN de Richelieu. Hein. Voilà pourquoi, voilà d'où ça vient. C'est juste à côté de ce qu'on appelle le Palais Royal. Les jardins du Palais Royal sont là, vous voyez. Et à l'origine, il y avait l'hôtel particulier que Mazarin s'était fait construire en proximité du logis d'en Autriche. En Autriche, logé au Palais Royal, et Mazarin ici. C'est le noyau de la BN. Attendez, là je vais trop vite. Voilà, alors, ok. Que je retrouve mes moutons. Oui, alors la Bibliothèque royale reçoit, comme je dis, tout un tas d'ouvrages et en plus pratique une politique d'achat absolument exemplaire. Ce qui fait qu'elle devient rapidement non seulement la plus importante bibliothèque du royaume, bien entendu, mais aussi d'Europe. Elle est considérée au XVIIIe siècle comme la plus grande bibliothèque d'Europe, dépassant les Anglais ou les Allemands. Et à tel point que, justement, à la veille de la Révolution, mais on ne sait pas qu'il y aura la Révolution, vers 1785 par là, on demande à des architectes d'imaginer une extension de la Bibliothèque royale pour accueillir tous ces nouveaux volumes et offrir de nouvelles conditions de consultation. Et c'est comme ça qu'on trouve aujourd'hui
dans les plans, les projets de Étienne Louis Boullée. Vous vous rappelez de Boullée? Je vous en ai parlé l'année dernière, dans ces projets justement d'architecture, de ville idéale un peu comme le Doubs. Vous savez, à l'époque de la saline royale de Ledoux, vous vous rappelez, ce qui était à Moncourt l'année dernière, au XVIIIe siècle, à la fin de l'Ancien Régime, ces deux architectes, Boullée, Ledoux, qu'on appelle aujourd'hui les architectes des Lumières, parce qu'ils étaient effectivement dans l'esprit des Lumières, avaient imaginé des villes idéales. Et parmi les projets de Boullée, on a ce projet d'aménagement de la Bibliothèque royale, vous voyez, de 1785, quelques années à peine avant la fin de l'Ancien Régime. Et il avait imaginé, vous voyez, une immense bibliothèque en forme de très grande galerie, avec les rayonnages sur le côté, en accès libre. Vous voyez, que les gens étaient censés se servir directement, comme c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup de grandes bibliothèques. On se sert directement dans les rayonnages pour une partie des ouvrages appelés usuels. Et du coup, donc, la Révolution arrive et notre bibliothèque royale devient automatiquement bibliothèque nationale. Elle passe dans la propriété de la nation, au même titre que les biens du clergé, etc. Et elle va devenir un des éléments du prestige du pays. Mais c'est général. Au XIXe siècle, précisément, c'est le titre de mon dernier point, si vous me permettez de le terminer aujourd'hui, c'est que précisément apparaissent dans le cœur des villes, des grandes villes, tiens, j'ai connu. Voilà. Alors, j'y suis. Hop. Au moins un grand bonhomme à retenir pour Paris. Henri Labrouste, le grand architecte des deux grandes bibliothèques construites au XIXe sous le Second Empire. La bibliothèque Sainte-Geneviève, auprès du Panthéon, et la Bibliothèque nationale, dite Richelieu aujourd'hui. Deux chefs-d'œuvre d'Henri Labrouste, qui est un grand architecte qu'on peut classer aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler les architectes rationalistes, dans le sillage de Viollet-le-Duc, on peut leur mettre à penser, et qui préconise donc une architecture qu'on appellerait aujourd'hui fonctionnaliste, c'est-à-dire où le bâtiment découle des fonctions qui lui sont attribuées, de la nature de la commande, et qui n'obéit pas forcément à des critères esthétiques extérieurs. Donc Henri Labrouste est chargé de construire une première grande bibliothèque dans le quartier latin, comme on l'appelle désormais, c'est-à-dire la colline Sainte-Geneviève et les écoles qui y ont été aménagées. Alors, on va essayer de le retrouver. Voilà notre bâtiment qui se trouve juste en face du Panthéon, hein, et qui est une bibliothèque universitaire destinée aux étudiants du quartier. Alors, vous voyez bien le côté fonctionnel du bâtiment. Il y a deux parties très nettes, très visibles. Une partie un peu avec des fenêtres étroites et une partie avec des grandes ouvertures. Vous devinez les fonctions, les réserves en bas et les salles de lecture en haut. Voilà. Donc fonctionnalité exemplaire avec un décor réduit au minimum, pas de grand apparat, mais par contre des grandes plaques qui font le tour du bâtiment, à peu près à mi-hauteur, et où a été gravé le nom des grands auteurs qui figurent dans le fond qui se trouve à l'intérieur. Est-ce que... Non, j'ai un bloc. Pourquoi ça bloque? La dernière fois aussi, j'avais eu un problème. Voilà, l'intérieur, surtout ce qui est le plus important et le plus remarquable, c'est l'extraordinaire salle de lecture du premier étage. Alors là, vous voyez l'utilisation
extraordinaire du matériau nouveau de l'époque, métallique, l'architecture métallique, avec des poteaux en fonte et des grands arcs, des grandes fermes en fer, ajourées, vous voyez, très élégantes, qui donnent vraiment un aspect absolument presque féerique à cette salle. C'est tellement aéré que c'est vraiment tout à fait étonnant, avec un flot de lumière qui rentre, vous voyez, de part et d'autre. Donc, visiblement, une très grande réussite, à la fois sur le plan esthétique et dans son fonctionnement. Et au départ, bon, les tables de lecture étaient au milieu là. Hein. Ça, c'est l'aménagement actuel. Vous voyez, ce magnifique espace qui a été conçu par Viollet-le-Duc. Bon, alors je suis désolé, je vais être obligé de jouer. Voilà maintenant la Bibliothèque nationale. Elle se trouve entre la rue Vivienne et la rue Richelieu. Et voilà ce qu'étaient un peu les périmètres d'avant, du temps avant la Révolution. Donc l'extension de la brousse, elle est ici, avec à la fois la salle de lecture et les magasins, qui sont eux-mêmes magnifiques au point de vue conception architecturale. Je ne vous montrerai que, alors ça c'est ce qui reste de l'époque de Mazarin, la galerie Mazarine, Passon, et voilà la salle de lecture, vous voyez, magnifique salle avec un peu le même principe, des colonnes en fonte porteuses et des arcs en fer ajourés au-dessus, très élégants, et 9 grands lanterneaux qui éclairent de façon zénitale la salle et dont l'ouverture peut être réglée par des volets. Vous voyez, on peut diminuer l'entrée de lumière. Donc, magnifique salle qui vient d'être rénovée à grands frais et qui est absolument somptueuse, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est l'état actuel. Et hop, voilà la nouvelle salle qui a été construite ensuite pour encore faire face aux besoins un peu plus tard. Fin 19e, on l'a commencé. Et finalement, il a fallu 30 ans pour la finir au moins. Mais elle est aussi extraordinaire, hein. Bon, avec un lanterneau gigantesque ici qui éclaire l'ensemble de la salle. Et puis pour terminer, là je vous assure, je termine, plus que 2 images. Aux États-Unis aussi, jeune nation en plein essor et qui veut montrer qu'elle aussi, elle compte désormais sur la scène du monde, elle s'équipe de grandes, pour le coup on va dire de grandes librairies, comme le disent les Anglais, hein, pour bibliothèque et disent library. Donc la grande bibliothèque publique au cœur de New York, sur la 5e avenue, je crois que c'est entre la 42e et la 40e rue, à peu près, si vous connaissez New York, si on est Midtown, au cœur de Manhattan, le long de la 5e avenue, cette institution new-yorkaise par excellence qui est la bibliothèque publique de New York. Grand édifice, donc voilà, la salle, voilà, bon, j'arrive pas à faire marcher mon diaporama, alors vous voyez, bon, ça c'est le plafond de la salle, vous voyez, on est quand même encore dans une architecture proche de l'architecture européenne. C'est l'époque où les architectes américains sont encore sous influence européenne. Et pour terminer, la nouvelle librairie du Congrès qui vient de s'ouvrir à Washington. Vous voyez là, sur une photo d'origine, enfin proche de l'origine, et qui est considérée, sans doute à juste titre, comme la bibliothèque la plus riche, dans le fond, et le plus riche du monde. Hein. La librairie du Congrès, c'est vraiment la référence bibliothécaire aujourd'hui. Donc là, voilà, dans son état d'origine, avec son extraordinaire entrée, vous voyez, digne d'un opéra. Vous voyez, bon, hein, la culture livresque est tissée à un rang absolument somptueux. Donc, et je conclurai justement avec ça, précisément. Vous vous rappelez mes cours, j'ai fait des cours sur les grands opéras, sur les grands musées nationaux. Ben, comme par hasard, il y a les grandes bibliothèques nationales. Et tout ça, c'est le même moment. C'est-à-dire que ça participe de cette ascension et de cette affirmation des États-nations, des grands États modernes qui se constituent à ce moment-là, et pour lesquels
tous ces instruments que je vous ai décrits sont des instruments de puissance, de prestige, d'apparat, et qui font donc partie désormais, je dirais, de la culture nationale. Voilà. Donc, nous verrons la suite des opérations la prochaine fois. Et je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.